Steady your hand. Aim, Kenny, because you're only gonna get one. À 40 ans, Jon Moxley dit des choses sur Kenny Omega qu'il ne pouvait pas dire avant. Pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'un contrat l'en empêchait, mais parce que certaines vérités ne peuvent être dites qu'une fois qu'on a tout traversé ensemble. Il dit qu'Omega est peut-être le plus grand catcheur qui ait jamais vécu. Il dit que leur rivalité est la rivalité fondatrice de l'AEW, celle qui a donné sa colonne vertébrale à toute une compagnie. Et il dit aussi que leur histoire est maudite. Parce que chaque fois que ces deux hommes se retrouvent dans un ring pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose tourne mal. Une explosion qui ne déclenche pas, un titre de match impossible à honorer. Une trahison orchestrée par une tierce personne, 4 ans de match, de sang et de tension, et pourtant l'impression persistante que leur histoire n'a jamais vraiment eu la fin qu'elle méritait. C'est cette histoire qu'on va raconter aujourd'hui, celle de deux hommes que tout opposés, qui se sont percutés dès la première nuit de l'AEW et qui ont construit ensemble la rivalité la plus importante de leur compagnie commune. Avec ses grandeurs, ses ratés et la franchise d'un homme qui à 40 ans n'a plus rien à prouver et tout à dire. Jonathan David Good, né le 7 décembre 1985 à Cincinnati, dans l'Ohio. Son enfance n'a rien de confortable. Il grandit dans les quartiers défavorisés de la ville, dans des logements sociaux avec un père largement absent et une mère qui porte tout toute seule. C'est un environnement marqué par la pauvreté, la violence de rue et les petits trafics du quotidien. Et dans cet environnement, le jeune Jonathan trouve un refuge dans les cassettes de catch. Bret Hart, le CW. Ces images de gens qui se battent avec tout ce qu'ils ont, qui saignent, qui se relèvent. Pour lui, ce n'est pas du divertissement, c'est une bouée de sauvetage. À 18 ans, il abandonne le lycée pour s'entraîner à la Heartland Wrestling Association de Cincinnati, sous la direction de Lee Thatcher et Cody Hawk. Il fait ses débuts en juin 2004 sous le nom Jon Moxley et dès le début, son style est clair, pas de brillance technique sophistiquée, pas de voltige aérienne, de la brutalité vraie, de l'intensité pure et une présence sur scène qui dit que l'homme dans le ring ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Il passe par la Combat Zone Wrestling, la CZW, une promotion connue pour ses deathmatchs extrêmes au verre brisé et au fil de fer barbelé, et il remporte le titre mondial à 2 reprises. C'est là qu'il forge une réputation de roi du hardcore, d'un homme prêt à aller dans des endroits où la plupart des catcheurs refusent de se rendre. En avril 2011, il signe un contrat de développement avec la WWE et arrive en Floride sous le nom Dean Ambrose. Le 18 novembre 2012, lors d'un épisode de Survivor Series, il fait ses débuts officiels aux côtés de Seth Rollins et Roman Reigns dans un groupe appelé le Shield. Ces 3 hommes descendent des gradins à travers le public en gilet tactique noir pour attaquer CM Punk, Ryback et tous ceux qui se mettent en travers de leur route. La réaction de la salle est immédiate et électrique. En 8 ans passés dans la compagnie, il remporte le titre de champion de la WWE, 3 titres intercontinentaux et un titre des États-Unis dont son règne de 351 jours reste le 3e plus long de l'histoire de la compagnie. Mais derrière les victoires, il y a une frustration qui monte. La WWE lui impose des scripts verbatim pour ses promos. Elle lui invente des segments comics qui contredisent tout ce qu'il est. En juillet 2018, lors d'une préparation de show au Staples Center de Los Angeles, un scénariste lui tend un papier avec une note de Vince McMahon qui dit que Dean doit lire ses promos mot pour mot et arrêter d'essayer de les réécrire. Ce soir-là, il sort son téléphone et commence à compter les jours qui lui restent avant la fin de son contrat. La goutte finale arrive lors d'un segment où son personnage est censé recevoir une piqûre anti-rabique géante en plein ring. Il dira dans son interview sur le podcast Talk is Jericho en mai 2019. Il t'enlève pour la chose que tu aimais. Son contrat expire en avril 2019. Il part sans regarder derrière lui. Tyson Smith, lui, naît le 16 octobre 1983 dans le quartier de Transcona, banlieue de Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Sa mère travaille dans les services sociaux. Son père est officier de transport pour le gouvernement canadien. Il grandit dans une famille stable avec une sœur cadette, dans un foyer où la télévision diffuse régulièrement du catch le samedi soir. Il joue au hockey sur glace comme gardien de but dans les ligues mineures de Winnipeg, adore les jeux vidéo et les animes japonais et commence à s'entraîner au catch dans les circuits locaux dès l'âge de 16 ans. Ses débuts ont lieu en février 2000. Il va chercher pendant quelques mois un contrat de développement avec la WWE à la Deep South Wrestling en 2005, mais l'expérience est décevante.
Il ne s'y trouve pas à sa place, la promotion ferme ses portes peu après et il est libéré sans que grand-chose n'ait pu se construire là-bas. Alors il prend une décision qui va transformer sa carrière. Il part au Japon. Au Japon, il apprend à s'exprimer dans un ring d'une façon radicalement différente. Il passe par la DDT Pro Wrestling, promotion connue pour ses angles créatifs et décalés, et accumule les expériences qui forgent sa polyvalence. Il apprend le japonais, il comprend ce que veut dire raconter une histoire à travers le corps, sans les béquilles du micro ou des effets pyrotechniques. Il intègre la New Japan Pro Wrestling et commence à former avec le japonais Kazuchika Okada une des rivalités les plus acclamées de l'histoire du catch moderne. Leur premier match au Wrestle Kingdom 11 en janvier 2017 au Tokyo Dome reçoit 6 étoiles de Dave Meltzer du Wrestling Observer, notation qu'on n'avait pas vue depuis plus de 20 ans dans le milieu. Leur rematch en juin 2017 à Dominion 6.11 en reçoit 6 et un quart. Omega remporte le G1 Climax en 2016, devenant le premier lutteur non japonais à remporter ce tournoi d'élite de la New Japan. Il est élu premier au classement des 500 meilleurs catcheurs de l'année du magazine Pro Wrestling Illustrated en 2018, puis à nouveau en 2021. Il devient, dans l'esprit de la communauté du catch mondial, la référence absolue de son époque, quand l'AEW est fondée en janvier 2019. Il est l'un de ses vice-présidents exécutifs aux côtés des Young Bucks et de Cody Rhodes. Le 25 mai 2019, Las Vegas. Le MGM Grand Garden Arena est rempli à craquer pour le premier pay-per-view de l'All Elite Wrestling, Double or Nothing. Le main event voit Kenny Omega affronter Chris Jericho dans un match dont le vainqueur sera nommé premier prétendant au titre AEW mondial. Jericho gagne, il prend le micro et demande au public de le remercier. Et là, une musique inconnue retentit dans les gradins. Un homme descend les marches mais à travers la foule avec une démarche qu'on ne peut pas confondre. La salle explose. Jon Moxley, officiellement libre depuis le 1er mai, fait son entrée dans une compagnie qui existe depuis moins de quelques mois. Il attaque Jericho, il attaque l'arbitre et il se retrouve face à face avec Kenny Omega. Les deux hommes se regardent puis ils se battent. À travers les gradins, dans les allées, jusqu'au sommet d'un empilement de jetons de casino géant installé en décor de scène. Là-haut, Moxley plaque Omega avec son DDT bras croisés et l'envoie en bas dans la structure. Moxley se dresse au sommet, debout, seul, sous les ovations de toute l'arène qui chante le nom de la compagnie. Moxley racontera cet instant des années plus tard dans une interview accordée à Sports Illustrated en mai 2023. Il dira qu'il combattait à travers la foule et qu'il a commencé à entendre les gens crier le nom de la compagnie, que ça lui avait donné le sentiment que ça allait fonctionner, qu'avant ça, c'était juste une idée, et il ajoutera cette phrase sur Omega qui dit tout sur le respect qu'il lui porte. À ce moment-là, Kenny Omega était probablement considéré comme le meilleur catcheur du monde. Ce n'est pas de la diplomatie de sa part, c'est une évaluation froide de la réalité de ce soir-là. Un homme qui venait de passer 8 ans à mémoriser des scripts dans des coulisses aseptisées, qui se retrouve dans un ring avec le standard mondial du catch professionnel et qui choisit de l'attaquer en premier, parce que c'est exactement ce qu'il est. Leur premier match officiel a lieu le 9 novembre 2019, lors du pay-per-view Full Gear. Le match est déclaré non sanctionné, un lights out match, ce qui signifie qu'il ne figure dans aucun registre officiel et que tout est permis. Et les deux hommes prennent ce permis au pied de la lettre. Des pièges à souris dispersés dans le ring, des planches couvertes de verre brisé, une structure de fil de fer barbelé en plein milieu de l'arène. Omega, qui n'est pas un habitué du catch extrême, plonge tête baissée dans l'univers de Moxley sans broncher. Moxley gagne après un paradigme shift sur le bois à nu du ring. La rivalité s'est lancée. Elle est violente, intense, personnelle et elle ne fait que commencer. Jon Moxley remporte le titre mondial AEW en mars 2020 au pay-per-view Revolution en battant Chris Jericho. Il règne pendant 9 mois à défendre le titre à travers une période de pandémie mondiale sans public dans la salle quotidienne de Daily's Place à Jacksonville en Floride. 9 mois à porter la compagnie sur ses épaules dans des conditions que personne n'avait anticipées. Et le 2 décembre 2020, lors d'un épisode spécial de Dynamite baptisé Winter is Coming, Kenny Omega arrive pour lui reprendre ce titre.
Don Callis, l'ami de longue date d'Omega et dirigeant d'Impact Wrestling, est invité à la table des commentateurs ce soir-là. Le match est intense, bien construit. Vers la fin, Omega prend une suplex sévère à l'extérieur et semble blessé. Callis quitte la table, descend vers le ring, prend le micro et dit à l'arbitre qu'Omega ne peut pas continuer. L'arbitre est distrait, Moxley repousse Callis d'un coup de poing et dans la seconde où il a le dos tourné, Omega attrape le micro qu'on vient de faire tomber et frappe Moxley à la tête. Puis 4 V-triggers consécutifs, puis le One Winged Angel. 3, nouveau champion. Omega et Callis quittent l'arène en courant vers une voiture qui les attend. En partant, Callis dit aux caméras de regarder Impact Wrestling le lendemain pour les explications. Tony Khan est visible en coulisses, clairement choqué par ce qui vient de se passer. Moxley est dans le ring, ensanglanté, le titre venait de lui être dérobé par une intervention extérieure, 9 mois de règne, effacé par un coup de micro et la trahison d'un homme que son adversaire appelait son ami. La frustration de Moxley ce soir-là est parfaitement réelle et elle va alimenter ce qui arrive ensuite. Le 7 mars 2021, AEW Revolution à Daily's Place. C'est la revanche et Omega impose la stipulation, un Exploding Barbed Wire Deathmatch. Le ring est entouré sur 3 côtés de fils de fer barbelés truffés d'explosifs. Si aucun vainqueur n'est désigné dans les 30 minutes, les explosifs autour du ring se déclenchent. Omega dira plus tard qu'il a proposé cette stipulation en partie par déférence pour l'univers de Moxley, en partie parce qu'il voulait prouver qu'il pouvait aller partout. Le match dure 25 minutes, il est brutal, sanglant, intense. Omega gagne avec l'aide de Don Callis et des Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson qui interviennent pour s'assurer que Moxley ne relève pas la tête. Puis le compte à rebours démarre, Moxley est à terre dans le ring. Eddie Kingston arrive en courant pour le protéger, se jette sur son ami pour lui faire bouclier de son corps. Et le compte à rebours atteint 0. Et rien ne se passe. Quelques étincelles, des pétards de la taille de ceux qu'on allume dans un jardin pour le Nouvel An. L'arène, qui retenait son souffle, se met à huer. La catastrophe pyrotechnique va éclipser tout le reste. Kenny Omega reviendra sur cet épisode dans une interview sur le podcast de René Paquette de Sessions. Il dira que le responsable de l'équipe pyrotechnique avait changé le dispositif sans assister aux répétitions et que le nouveau système avait raté, que lors des essais tout avait fonctionné parfaitement, que le problème venait d'une personne qui avait eu une meilleure idée le jour même du show. Il dira qu'il était tellement fier du match en lui-même, dès 25 premières minutes, et qu'il était dévasté que personne n'allait s'en souvenir. Tony Khan tentera de récupérer la situation en déclarant que la raison scénaristique de l'explosion ratée était que le grand plan de Kenny était lui-même un dude. La salle, elle, n'est pas dupe. C'est le deuxième grand moment de leur rivalité qui se termine de façon problématique, et ça laisse un goût amer des deux côtés. Ce que Jon Moxley dit sur Kenny Omega depuis dans plusieurs interviews accordées à Sports Illustrated, notamment en mai 2023 après leur cage match sur Dynamite, est la chose la plus honnête qui soit sur la dynamique de leur relation. Il dit que leur rivalité est au cutting edge du business du catch, qu'il peut ne pas être dans ton style, mais que si tu regardes qui est impliqué, tu as des gens qui sont peut-être les plus grands que le catch ait jamais produit. Il dit qu'Omega est peut-être le plus grand catcheur qui ait jamais vécu. Et il dit ça avec le naturel de quelqu'un pour qui complimenter un adversaire n'est pas un acte de faiblesse, mais une observation objective. Il dit aussi que leur rivalité lui a donné une raison de croire en l'AEW depuis la toute première nuit, qu'avant ce soir de Double or Nothing 2019, l'AEW était une idée abstraite. Et qu'en se battant dans la foule avec Omega, en entendant le public crier le nom de la compagnie, il avait compris que quelque chose de réel était en train de naître. Il y a une autre dimension de cette histoire que peu de gens ont mise en lumière et qui éclaire différemment les années de silence autour de leur rivalité depuis 2021. En décembre 2023, Kenny Omega annonce depuis son lit d'hôpital qu'il est mis à l'écart indéfiniment. La cause, une diverticulite sévère, une inflammation grave de l'intestin qui l'empêche dans un premier temps de recevoir la chirurgie nécessaire. L'opération a finalement lieu le 16 mai 2024 à New York. Omega dira publiquement qu'il avait eu 50% de chances de ne pas s'en sortir. 50%. L'homme que Moxley qualifie peut-être du plus grand catcheur vivant avait failli ne plus être là.
Il revient à la télévision de l'AEW à la fin de l'année 2024 pour AEW World's End et dispute son premier match de retour au Wrestle Dynasty en janvier 2025 contre Gabe Kidd. Sa survie n'a rien d'évident. Et quand Moxley parle de lui avec ce niveau de respect, on ne peut pas dissocier ce respect du contexte de ce que cet homme vient de traverser. Ce que cette histoire entre Jon Moxley et Kenny Omega dit du catch professionnel, au fond, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans les discussions sur les angles, les titres et les segments télévisés. Deux hommes qui viennent d'univers radicalement différents. L'un formé dans les deathmatchs de Cincinnati, dans les salles de 500 personnes avec du verre brisé sous les pieds. L'autre formé dans les dojos du Japon, dans les arènes de 25 000 personnes à Tokyo, avec une technique affinée pendant 20 ans. L'un qui quittait la plus grande compagnie du monde parce qu'il ne supportait plus qu'on lui dise quoi dire. L'autre qui avait refusé la même compagnie et était parti construire son propre mythe à l'autre bout du monde. Deux hommes qui se sont percutés la première nuit de l'AEW et qui ont compris immédiatement qu'ils se rendaient mutuellement meilleurs. Moxley le dit sans détour. Omega lui donnait une raison de se battre pour de vrai, et lui donnait à Omega un adversaire qui n'allait pas céder d'1 centimètre parce que c'est scénaristiquement prévu. Leur rivalité est maudite, oui. Winter is Coming se termine par une tricherie. Révolution se termine dans l'embarras d'une explosion de pétards de supermarché. Leur cage match de mai 2023 se conclut par la trahison de Don Callis sur Omega, privant le match d'une fin propre. Chaque grand chapitre de leur histoire est entaché par quelque chose d'extérieur. Et pourtant, quand Moxley parle d'Omega à 40 ans, ce n'est pas cette série de ratés qu'il retient. C'est l'intensité de quelqu'un qui lui a donné la certitude que l'AEW était réel dès la première nuit. C'est la reconnaissance que face à lui se trouve l'un des rares hommes capables de tout. Technique, brutalité, narration, micro, présence scénique. Un homme qui avait 50% de chances de ne plus être là et qui est revenu. À 40 ans, Jon Moxley ne se retient plus sur Kenny Omega. Et ce qu'il dit n'est pas un règlement de compte, c'est un hommage brut, direct, sans fioriture. Le seul type d'hommage qu'un homme comme lui sait rendre.